Monsieur Emmanuel Devaux est directeur d'études à l'EHESS. Ses principaux terrains concernent les Indiens d'Amérique du Nord et plus récemment les Alpes. Il est spécialiste de Lévi-Strauss et il coordonne d'ailleurs à l'heure actuelle un programme ANR consacré au carnet de terrain de Lévi-Strauss. Et il s'interroge en particulier sur les soubassements diffusionnistes et partant culturalistes du structuralisme. Il lui semble en effet que l'école anthropologique française néglige la dimension localisée des phénomènes au bénéfice d'un universalisme aux contours trop souvent mal définis. Depuis quelques années, il s'intéresse en parallèle aux relations entre les hommes et les femmes dans une perspective critique, dans tous les sens du terme. Et son dernier ouvrage, Sexualité, société, nativité, une enquête anthropologique, en 2022, est consacré à cette thématique dans une perspective transculturelle et transhistorique. Outre ce livre, ses principales publications sont Quadratura Americana, essai d'anthropologie lévi-straussienne 2001, Spectre de l'anthropologie 2007, Au-delà du structuralisme, 6 méditations sur Claude Lévi-Strauss 2008, Avant le genre, triptyque d'anthropologie hardcore, et ensuite La parole et la substance, anthropologie comparée de l'Amérique et de l'Europe. Il a par ailleurs édité des conférences inédites de Claude Lévi-Strauss sous le titre de Montaigne à Montaigne et rédigé une nouvelle introduction pour la réédition des structures élémentaires de la parenté. D'ailleurs, les documents que je vous ai transmis comportent une copie de Une science révolutionnaire, l'ethnographie, dans De Montaigne à Montaigne. C'est d'ailleurs un texte, disons, d'éducation populaire et cela retrouve tout à fait les intérêts de ce séminaire. J'ai le plaisir de passer la parole à Emmanuel Devaux et je demande aux nouveaux arrivants de couper leur micro en attendant la discussion qui interviendra dans une cinquantaine de minutes. Merci. Merci de m'avoir accueilli dans votre séminaire. Et bon, je vais donc aujourd'hui vous parler de Lévi-Strauss puisque c'est le thème, bien que ce ne soit pas forcément celui qui soit tout à fait le plus urgent pour moi. J'ai beaucoup écrit sur Lévi-Strauss, donc c'était un peu un retour à des choses que j'ai faites par le passé. Mais ça me fait tout à fait plaisir de revenir à ça. Donc voilà. Donc Lévi-Strauss affirme dans un texte tardif daté de 1992 qu'il consacre à Montaigne que ce dernier a été plus clairvoyant que Rousseau, en ce sens que non seulement il perçoit une universalité de la nature humaine, mais au fond, à l'époque, au XVIe siècle, cette universalité de la nature humaine nous paraissait un peu une évidence, mais il se fait aussi, Montaigne, donc le chantre de ce que l'on appelle depuis le relativisme culturel. Et en effet, toute l'œuvre de Lévi-Strauss serait animée par cette tension. Donc, et là, je vous cite une phrase de Lévi-Strauss à propos de Montaigne. Montaigne ouvre ainsi à la pensée philosophique deux perspectives entre lesquelles il ne semble pas qu'aujourd'hui encore elle ait arrêté son choix. La pensée philosophique. D'un côté, la philosophie des Lumières, qui soumet toutes les sociétés historiques à sa critique et caresse l'utopie d'une société rationnelle. De l'autre, le relativisme, qui rejette tout critère absolu dont une culture pourrait s'autoriser pour juger des cultures différentes. Et au fond, c'est bien plus la préoccupation de Rousseau que celle de Montaigne. Car Montaigne, lui, il opérait une sorte de tri. Il y a une diversité des usages, il y a une diversité des raisons, et c'est là où demeure la nature humaine. Il y a toutefois des usages plus différents que d'autres, tels le cannibalisme, et en particulier le fameux cannibalisme des Tupinambas, dont on peut retourner en raison
par la raison, l'horreur qui nous inspire. Notre propre corps, dit Montaigne, est une sépulture plus digne pour nos ennemis que ne le sont certaines pratiques auxquelles il a assisté lui-même lors des guerres de religion, comme vous le savez. Et ces pratiques qui l'avaient horrifié et qu'il a bien noté, c'est par exemple de dépecer le cadavre de son ennemi et le donner en pâture au pourceau. Il semble donc que chez Montaigne, la déraison est partout et la raison nulle part. Montaigne ne souscrit pas entièrement au paradigme anthropophage des Tupinambas. Il se contente de le comparer à nos pratiques et afin de la considérer comme supérieure aux nôtres. Mais ça ne veut pas dire qu'il approuve au fond le cannibalisme en tant que tel. En fait, ce qui, à mon avis, est frappant et que Lévi-Strauss ne voit pas très bien, c'est que chez Montaigne, ce qui compte, c'est le primat de la passion sur la raison. Si la déraison humaine est partout, c'est que la passion prime partout. C'est la passion qui conduit les Tupinambas à la guerre, une passion qui, dès lors qu'elle est partagée, crée chez eux une solidarité entre des guerriers qui sont égaux. Ils sont égaux car ils partagent le même désir de vengeance. Cette passion si caractéristique du XVIe siècle par ailleurs. Bon, moi je pense que Montaigne, Lévi-Strauss sont tous trompés sur cette affaire. Ce n'est pas une question de passion, c'est une question du fait même qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement belliqueux dans la sociabilité amérindienne. Je ne développe pas ici, nous n'avons pas le temps, mais je vous renvoie à mon livre Quadratura Americana qui explique défend cette position avec, me semble-t-il, assez d'arguments. En bref, la passion entre raison universelle et relativisme culturel préoccupait probablement plus l'esprit de Lévi-Strauss qu'il n'avait habité 4 siècles plus tôt celui de Montaigne. Et on sait que Lévi-Strauss s'est toujours refusé à se réfugier dans la notion de valeur pour résoudre cette tension entre raison universelle et relativisme culturel. On sait que cette solution a été celle qu'a adoptée Louis Dumont. Les valeurs d'une société n'étant, après tout, rien d'autre que sa propre rationalité aux formes sociales qu'elle a prises et la Weltanschauung qu'elle s'est forgée au fil d'une histoire qui nous échappe, nous, anthropologues, largement. Lévi-Strauss refuse la notion de valeur qui lui apparaît comme trop vague, mais surtout, il voit bien que la valeur, dont on ne peut se détacher affectivement, qui emprisonne en quelque sorte notre raison, constitue une entrave sérieuse à l'adoption d'une position radicale en matière de relativisme culturel. C'est au nom de nos valeurs humanistes, dont on peut aisément soupçonner qu'elles découlent du christianisme, que nous, anthropologues, nous sommes soulagés d'avoir à étudier le sacrifice humain chez les Aztèques d'après des sources historiques, serait-elle difficile à interpréter, plutôt qu'en tant qu'ethnographe qui assiste à la scène au moment où donc on déchire la poitrine du captif et on en prend le cœur. Et de pouvoir, nous, en toute sérénité, montrer la rationalité de ce geste. Il faut abreuver les dieux pour assurer et d'ailleurs, conscient de cette nécessité, un bruit là assez agréable, fermez les micros. D'ailleurs, conscient de cette nécessité, et se fait conduire de son sort en acceptant un combat qui n'est qu'un pur simulacre, puisqu'il a les pieds entravés et qu'il est déjà attaché à la pierre sacrificielle. Redoublement de cruauté ou raffinement de la raison? Au moins, on peut considérer avec le recul cette question avec une certaine légèreté et que l'on ne pourrait pas s'offrir, en quelque sorte, si nous assistions vraiment à la scène. Alors, du coup, Lévi-Strauss, lui, pour évacuer cette difficulté, s'affranchit des Lumières et peut mettre en avant le relativisme culturel, car il mise exclusivement sur le sens.
et il met en avant dans un premier temps la notion de structure. Notons au passage que cette dernière relève plutôt d'un certain opportunisme, puisque, et peut-être même d'une mystification, avant d'être pratiquement abandonnée en chemin par Lévi-Strauss. Le terme de structure apparaît dans les structures élémentaires de la parenté, vous l'avez bien compris, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que le thème est à la mode dans les années 40 aux États-Unis. Il fait florès parmi les cybernéticiens. C'est une sorte de terme qui désigne grosso modo la variante dure du système, de la notion de système. Et c'est assez frappant de voir que Lévi-Strauss, au moment même où Lévi-Strauss fait paraître les structures élémentaires de la parenté, Murdoch, un grand anthropologue américain de son époque, publie un livre qui s'appelle Social Structure, qui est un énorme pavé et qui devait être en préparation depuis pas mal de temps et dont Lévi-Strauss avait certainement entendu parler. Donc, il y a une concomitance entre les deux textes et c'est intéressant de les comparer à ce point de vue-là. Parce que quand Murdoch parle de structure sociale, de social structure, il cherche à montrer qu'il existe un lien rigide entre les règles de filiation, les règles de mariage et les règles de résidence dans les sociétés dites primitives. Face à ces rapports quasi mécaniques que cherche à établir Murdoch, Lévi-Strauss propose, lui, deux choses sous l'influence de Rivers et donc de l'école anglaise qui elle-même est plus ou moins dérivée de Durkheim et de Gons. D'abord, la première chose, c'est l'importance de la nomenclature de parenté comme clé explicative de ce qui constitue alors l'essence de la vie sociale, selon Lévi-Strauss, le mariage. Mais pas seulement uniquement selon Lévi-Strauss, selon Rivers également. Le mariage qui, évidemment, se situe au cœur même du livre. Et puis, il y a une autre chose qui commence à se dessiner dans ce livre, des structures élémentaires de la parenté, c'est la notion de transformation. Mais disons-le très net, elle est encore peu théorisée chez l'auteur. La notion de transformation, je vous rappelle en quoi elle forme noyau quand même dans les structures élémentaires de la parenté, puisque le mariage entre cousins croisés bilatéraux se traduit par un échange régulier de femmes entre deux entités sociales. On peut faire des schémas pour expliquer tout ça, c'est bien connu. Je ne fais ici que rappeler des choses. Il génère, ce mariage entre cousins croisés bilatéraux, aussi bien du côté du père que du côté de la mère, il génère un dualisme sociologique fondé sur l'échange restreint, c'est-à-dire qu'au fond, on s'aperçoit que lorsque ce type de mariage se reproduit régulièrement, vous avez deux groupes échangistes qui s'échangent les femmes d'une génération à l'autre, et cela de façon très régulière. Et ce qui est intéressant, et ce que voit Lévi-Strauss, et là, c'est le coup de génie de ce livre, c'est que l'interdiction du mariage avec la cousine patrilatérale transforme littéralement la donne, puisque pour qu'il fonctionne, ce mariage qui va être un mariage avec la cousine croisée matrilatérale exclusivement, il exige en quelque sorte qu'il y ait au minimum 3 unités échangistes et pas seulement une. En gros, c'est assez logique. Vous donnez toujours d'un seul côté, donc ce côté va donner un autre côté qui va se reboucler avec vous-même, à minima 3 unités échangistes. Mais on peut en avoir autant qu'on veut. Et cela transforme littéralement les choses. La structure de la société, peut-on dire, se transforme en conséquence, puisqu'elle comprend plus d'unités échangistes. Ce type de mariage a une capacité d'intégration de beaucoup plus d'unités échangistes et donc de beaucoup plus d'individus. Quoi qu'il en soit, le terme du mot structure reste relativement flottant dans les structures élémentaires de la parenté. En fait,
La structure, c'est celle de l'échange matrimonial en tant que tel, qui est synonyme de mariage, qui s'exprime tantôt sous sa forme restreinte, donc une forme dualiste, une forme étroite, tantôt sous une forme plus élargie, plus généreuse au fond, celle de l'échange généralisé. Et c'est cette générosité, parce que quand vous donnez votre fille toujours du même côté, du côté de la matrilatérale, vous devez faire confiance à l'ordre social pour que d'une certaine façon, il y ait quelqu'un qui, un groupe, une unité échangée, ce qui vous donne une fille à terme, ou simultanément d'ailleurs, parce que donc vous avez une boucle qui doit se former, et c'est le principe même de l'échange généralisé, ce que d'aucuns avaient appelé le connumbium, l'enchaînement des mariages. C'est cette générosité, cette confiance, qui fait de cet échange généralisé la matrice même de ce qu'est toujours et partout la société dans son lien primordial, selon Lévi-Strauss. Le contrat social dont parlait Rousseau, c'est l'échange des femmes. Et si on réduit le raisonnement, si on le resserre à ce moment-là, c'est là le paradoxe du raisonnement lévi-straussien, c'est que je renonce à ma sœur et je reçois d'un homme sa propre sœur. Ce faisant, je crée du lien social. Mais on note alors que l'échange restreint est de retour, ne serait-ce qu'à un niveau abstrait, puisque au fond, l'échange matrimonial, à minima, cet échange matrimonial, c'est l'échange entre deux hommes qui s'échangent mutuellement leur sort. Nouveau retournement, si on veut, puisque ça s'opère à partir de l'universalité de la prohibition de l'inceste, puisque chez Lévi-Strauss, je vous rappelle que la prohibition de l'inceste n'est jamais que le revers ou l'avers de la médaille dont l'échange matrimonial est l'autre face. Mais l'universalité de la prohibition de l'inceste, et c'est là où il y a un glissement, une mutation, signifie le lien social par exemple. Il n'est pas tant, en réalité, dans le dispositif lévi-straussien, cet envers ou ce corollaire, mais il devient aussi ce qui signifie le lien social, tout comme la femme, dans la théorie lévi-straussienne des structures élémentaires de la parenté, ça a été contesté bien entendu, est à la fois une personne et un signe. Personne qui passe des mains du frère à celles du beau-frère et signe de ce qu'elle exprime à travers sa personne et sa circulation comme l'essence même de l'ordre social. Si la structure est flottante, on peut au moins comprendre qu'elle se situe à un niveau cognitif à la fois inconscient et collectif. Voilà. Dans les structures élémentaires, dans les mythologies, Lévi-Strauss va aller encore plus loin. Il va, à mon sens, frapper encore plus fort. D'abord, il va pratiquement délaisser la notion de structure, comme on l'a vu, et il délaisse le terme. Je ne sais pas, je crois que dans les mythologies, il doit apparaître 4 ou 5 fois, mais vraiment, c'est très, très... il devient totalement évanescent. En revanche, ce qui prend nettement l'ascendant dans ses écrits, dans les écrits de cette période, c'est l'invocation de la transformation logique. De ce point de vue-là, l'enseignement de Jacobson a été intériorisé, alors que dans les structures élémentaires de la parenté, en réalité, l'influence de la linguistique structurale, la linguistique de... Encore bien même, il y aurait le titre structure de la parenté dans le titre, la linguistique structurale a relativement peu d'influence sur la façon dont Lévi-Strauss raisonne. Bon, alors ce n'est pas du tout le cas dans les mythologiques. Vous savez que les mythologiques, c'est 4 tomes, plus 2 autres tomes. C'est une œuvre qui s'est étendue dont la rédaction s'est étendue sur une vingtaine d'années, sinon plus. C'est au fond, c'est l'œuvre majeure de Lévi-Strauss. Bon, donc dans ces mythologies, on passe d'une mythologie d'un récit mythique d'un groupe au récit d'un autre groupe, d'un groupe voisin, et
par ces voyages, en quelque sorte, ces déplacements à travers l'Amérique, où on arrive à explorer pratiquement toutes les mythologies du Nouveau Monde. On sait que les mythologiques partent de la mythologie Bororo, qui se situe au cœur de l'Amazonie, au cœur de l'Amérique du Sud, qui, comme par hasard, c'est pas tout à fait un hasard, mais quand même, c'était l'un des groupes que Lévi-Strauss a visité lors de ses expéditions d'avant-guerre. Et puis, au terme du périple, au terme des 4 volumes, on arrive donc à la Colombie-Britannique. Et tout se fait, si vous voulez, sous le régime de l'inversion. Premier, si on regarde les choses de façon assez superficielle. Donc, un récit est raconté presque de la même façon par les voisins, par l'autre groupe, le groupe, l'ethnie voisine, la tribu voisine, mais il le fait sous le régime de l'inversion. Donc, comme je le dis, un fils devient gendre, un éloignement en hauteur, le long d'un arbre, donc c'est le thème du dénicheur d'oiseaux, une distanciation verticale par Lévi-Strauss. Eh bien, à cela, on trouve dans les mythes voisins, on trouve un éloignement à l'horizontale. Donc, l'enfant, la victime supposée de l'aîné n'est plus emmené en hauteur, mais est déporté sur une île, etc., etc. De la même façon, on trouve des transformations où un frère et une sœur deviennent un couple de frères, un aîné, un cadet, etc., etc. Donc là, vous avez une transformation entre la différence de sexe devient une différence d'âge, par exemple. Et bien sûr, tous ces récits ont sens, on va revenir là-dessus. Et en vous disant ça, bon, je ne fais que rappeler des choses que tout le monde connaît. Il y a donc une analogie entre les polarités qui structurent, entre guillemets, les mythes et celles qu'engendrent les règles de transformation, les règles de la phonologie. Juste pour rappel, mais vous êtes tous très férus de linguistique, donc comme vous savez, pour Jacobson, la différence entre pierre et bière est juste une différence dans la prononciation de l'affricatif, et ça a des effets en générant des signifiants radicalement différents, qui ne sont pas susceptibles de se superposer, sauf peut-être dans la poésie. Mais il y a plus toutefois, et il y a tout un aspect qui a été un peu négligé dans cette affaire des transformations logiques. Ce n'est pas seulement une affaire d'inversion. Tout le système transformationnel des mythes américains repose sur un autre principe qui, comme je viens de le dire, n'a pas été explicité par Lévi-Strauss et a échappé à la plupart de ses exégèses. Les opérations d'inversion s'avèrent en effet parallèles ou corollaires d'un glissement d'un code à un autre. Un beau garçon, objet de toutes les convoitises matrimoniales, devient dans un autre récit un plongeon dont le magnifique plumage géométrique évoque les vêtements richement brodés du garçon. Le couple que forment un frère et une sœur engagés dans des amours illégitimes est transfiguré dans l'éclipse du soleil et de la lune, tandis que les cendres dont l'héroïne avait enduit le visage de son frère afin de le confondre comme étant son amant deviennent le sang menstruel à mesure qu'elle-même acquiert le statut d'astre de la nuit. Les viscères du père irascible, celui qui voulait envoyer son enfant en hauteur, victime de la vengeance finalement de son fils et qui avait été jeté dans une mare, remonte à la surface sous l'apparence d'une espèce de nénuphar nain, tandis que dans une autre version, elles deviennent ces constellations
c'est Visser, la constellation des Pléiades. La dernière version suppose d'ailleurs, à la star de toutes les mythologies américaines, l'idée d'un étagement du monde. Mais ce que nous voyons, nous, qui nous trouvons en bas, nous regardons les étoiles en levant la tête, eh bien, les entités aquatiques qui vivent au fond de l'eau, eux, regardent la même chose en levant la tête et en voyant donc au-dessus de les feuilles de nénuphar comme flottants, comme des éléments flottants. Et là, c'est là où il faut bien comprendre que tout ça est très poétique. Mais derrière cette poésie, il y a quelque chose. Et c'est les codes, les différents codes. Lévi-Strauss, si Lévi-Strauss n'en parle pas beaucoup d'un point de vue théorique, il emploie en permanence, il a recours en permanence à cette notion. Le code astronomique, le code botanique, le code zoologique, et peut-être le code anatomique, et qui renvoie à la physiologie humaine pour l'essentiel, et le code sociologique. Selon les textes, ce code apparaît ou pas, mais il reste, à mon avis, il reste un peu en retrait par rapport aux autres. Donc, et c'est là où ça devient intéressant. Enfin, de toute façon, c'est intéressant depuis le début, j'espère. Mais c'est là où ça devient encore plus troublant, on va dire plutôt des choses comme ça. C'est que là, Lévi-Strauss se réfère en quelque sorte à la perspective kantienne qui nous instruirait en quelque sorte la nature, les grands ordres de la nature s'imposent à notre sensibilité et fournissent ainsi les cadres à nos facultés cognitives. Pour ce deuxième Lévi-Strauss, parce que finalement, c'est quand même pas mal éloigné des structures élémentaires de la parenté, tout ce qui est tout à fait étonnant quand vous lisez mythologie, c'est qu'il y a un peu de sociologie, mais très très peu de sociologie. Il y a surtout la mobilisation des différents savoirs des sciences naturelles. Ça, c'est tout à fait troublant. Alors que le premier Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté, c'est nous en bouffer des structures, des clans, des échanges, des filiations, des règles de résidence, tout ça, vous l'avez. Toutes ces questions-là, qui sont des questions un peu classiques de l'anthropologie, ont tendance à ne disparaissent pas totalement de la plume de Lévi-Strauss, mais ont tendance à passer en arrière-plan. Et ce qui passe au premier plan, c'est très manifestement une sorte de commentaire des mythes à partir des savoirs, nos savoirs en matière de sciences naturelles. Et du coup, en quelque sorte, entre ce que disent les mythes sur les entités de la nature, les catégories de la nature et la façon dont nous-mêmes nous les connaissons, nous les appréhendons. Alors, les mythes, donc, se construisent ou s'élaborent ou se diffusent ou se génèrent au moyen des inversions et, comme je viens de le dire, une sorte de permutation des différents codes. Quelque chose qui est de l'ordre sociologique, le petit garçon va devenir de l'ordre zoologique, ça va devenir un oiseau. Quelque chose qui est de l'ordre du végétal, le nénuphar va devenir quelque chose qui se transforme en astre, c'est-à-dire qui appartient à l'ordre cosmique. Alors, va devenir des étoiles qui vont et donc renvoient à l'ordre astronomique. En fait, c'est ça où le système devient un peu source d'interrogation. Ce sont bien des configurations localisées de la nature environnante qui dotent les différents codes de leur permanence chez tel et tel groupe.
que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous avez probablement un système plus vaste sur lequel on va revenir, et chaque société qui est localisée dans un environnement particulier euh, participe à ce grand système. Du coup, c'est la variation du code qui contribue, à côté de l'inversion, à produire du sens. Mais le code météorologique ne s'exprime pas de la même façon en Amazonie, dans le Grand Nord canadien ou en Colombie-Britannique, ni même le code botanique, ni même d'ailleurs le code zoologique. Bien que, ça c'est assez intéressant, vous avez des espèces animales qui se retrouvent pratiquement dans tous les environnements naturels américains, telles les grenouilles, certains oiseaux de même, et surtout les grenouilles. Alors évidemment, il y a plusieurs espèces de grenouilles, mais si on regroupe en quelque sorte sous une sorte de famille qui serait celle des grenouilles, et vous vous apercevez que du nord au sud de l'Amérique, les grenouilles tiennent des rôles absolument équivalents, similaires dans les mythologies. Donc il y a des espèces de constances. Les codes permettent soit la variation, soit d'exprimer des variations qui correspondent à des environnements naturels différents, soit au contraire des permanences ou des continuités spatiales, des continuités territoriales entre les différentes régions de l'Amérique. Ce sont bien ces oppositions, ces polarités dont on parlait, et les passages ou les jeux de passage ou de glissement d'un ordre naturel à un autre qui rendent le mythe non pas seulement signifiant, mais comme peut-être aurait pu le dire Lévi-Strauss, super signifiant. Il y a un entretien de Lévi-Strauss où Lévi-Strauss explique que le mythe, à la différence de l'explication scientifique produite par l'Occident, par le discours occidental, le mythe amérindien résout tous les problèmes en même temps. C'est-à-dire qu'il explique tout en même temps. Il donne des réponses simultanées en mobilisant les différents codes, en montrant les équivalences d'un code à un autre. Il apporte des réponses simultanées à la question de l'alternance des saisons et qui est mis en relief avec, par exemple, le cycle des mariages ou avec des dispositions rituelles et autres. Donc, la réponse, la capacité du mythe pour Lévi-Strauss, ce qui fait sa valeur, ce qui le rend aussi précieux, c'est sa capacité à répondre simultanément à des questions fondamentales sans disséquer en quelque sorte les choses. Au contraire, en les agglomérant. Mais alors, si on suit Lévi-Strauss sur cette voie, on s'aperçoit qu'on est pris dans quelque chose d'assez vertigineux. Car les différentes expressions du mythe au niveau local, évidemment, elles sont tributaires, elles sont en quelque sorte encapsulées dans une langue vernaculaire, une langue locale, l'algonquin, le sioux, le warao, le bororo, que sais-je encore, des langues différentes qui d'ailleurs, aux yeux des linguistes qui s'occupent de la génétique des langues, on n'a pas encore établi, compris quelles étaient les relations entre ces différentes langues. Mais chacune de ces langues a bien sûr une distribution qui est bien moindre que le système global des mythes américains. Donc, ce qui suscite une sorte d'interrogation, c'est les langues sont fragmentées à travers l'espace, mais le langage mythique, lui, est extraordinairement homogène et extrêmement continu. Dit en d'autres termes, le sens que véhicule n'importe quel récit mythique ne se situe pas au niveau de sa narration, lesquelles s'énoncent nécessairement à un point de l'espace et du temps, et ça, Delane l'avait très très bien vu. Donc, rendons hommage de ce point de vue-là à Delane, sous cet aspect. Et c'est tout à fait intéressant d'ailleurs
de se souvenir que, bien entendu, les mythologies ont suscité beaucoup de scepticisme parmi ces lecteurs, à travers notamment l'anthropologue culturaliste américain. Mais Delheim, ethnolinguiste, a dit que Lévi-Strauss avait probablement raison. Lui, il s'occupait de l'énonciation du mythe, il travaillait à un tout autre niveau, mais il ne remettait pas en cause, en quelque sorte, le portrait que Lévi-Strauss dresse de la mythologie américaine. Donc, si le récit, chaque récit s'énonce en un point précis de l'espace et du temps, point précis de l'espace, c'est donc avec une configuration environnementale particulière, son sens dépend d'une échelle beaucoup plus vaste, qui est en réalité la totalité du système et qui s'étend, se déploie à travers toute l'Amérique. En ce sens, le mythe dépend du langage articulé, il dépend de la parole pour exister, mais il renvoie également à un niveau où il se saisit des phénomènes pour d'emblée les appréhender en fonction d'un ordre signifiant. Lequel ordre signifiant se déploie ou à une extension, à une structure peut-être pourrait-on dire, qui occupe la totalité du continent américain. Car il faut en convenir, l'une des grandes leçons des mythologies est justement d'avoir démontré cette unité profonde de l'Amérique du Nord au Sud. C'est très très clair, dès lors que vous rentrez dans le système, vous voyez bien que ce sont pas exactement, mais ce sont vraiment les mêmes mythes, les mêmes récits qui sont racontés à des milliers de kilomètres les uns des autres. Et ce grand système, lui, il ne relève pas de la langue ordinaire. Et pourtant, il fait sens dans des énonciations qui sont produites dans des langues locales, dans des langues vernaculaires, dans des langues qui sont toutes, a priori différentes les unes des autres. Tout se passe comme si l'esprit de l'Homo americanus possédait un double registre de fabrication du sens. Celui de l'expression banale que porte la langue au gré des situations et des circonstances, et celui qui est porté par les mythes et qui répond à d'autres logiques, à savoir des logiques de connaissance pour l'essentiel, on est d'accord, mais à savoir une rencontre ou la rencontre d'une phénoménologie lourde, si on peut se permettre l'expression, et d'une faculté à catégoriser selon les grands ordres de la nature et le mouvement des grands ordres de la nature. Et ce que j'avais aussi développé dans un autre texte, c'est qu'au fond, les grands ordres de la nature se définissent par leur modalité de reproduction. L'ordre astronomique est un ordre qui fonctionne sur lui-même. C'est un ordre qui n'a pas besoin, en fait, dans les rituels, il y a des rituels en Amérique qui consistent justement à relancer l'ordre astronomique. Mais c'est une sorte de mouvement perpétuel qui a besoin d'ailleurs rituellement d'être relancé. Mais on peut définir la différence entre l'ordre botanique et l'ordre zoologique par le fait que l'ordre botanique, en réalité, se régénère à une sorte de reproduction qui repose sur l'idée de régénération, à la différence donc de l'ordre astronomique qui a sa propre autonomie et qui se reproduit à l'identique selon un mouvement perpétuel, et l'ordre zoologique
lui, se reproduit par la relation sexuée, par la différence des sexes. C'est-à-dire que c'est en fait ça qui fait les grandes, qui modèle la catégorisation des objets de la nature. Il y a des objets de la nature qui sont autonomes, se reproduisent à l'identique et qui fonctionnent à l'identique. Il y a des objets de la nature, ce sont les astres. Il y a des objets de la nature qui se reproduisent, se perpétuent à travers le principe de la régénération. Et, par exemple, les arbres, un très bel exemple, hein, parce que les arbres se développent, perdent leurs feuilles et de nouveau les feuilles poussent saison après saison. Et puis, vous avez les derniers grands ordres de la nature, c'est-à-dire les animaux qui, dans l'ensemble, pour la plupart d'entre eux, se reproduisent à travers la relation sexuelle, s'il n'y a pas du tout quelque chose qui n'avait pas du tout échappé aux Amérindiens, et autour duquel la mythologie n'a de cesse de revenir et de commenter, avec son indexation éventuelle au cycle des saisons, variation, migration des oiseaux, enfin vous avez tout ce que... Tout est là, tout est là. Voilà. Donc, en fait, les grands ordres de la nature seraient peut-être, ça c'est une hypothèse que je formule, hein, c'est pas chez Lévi-Strauss, seraient peut-être en fait appréhendés par leur mode de perpétuation, leur mode différencié de perpétuation. Alors, si on revient là, ce second registre de la connaissance chez l'Homo americanus, et là, c'est là où je crois on doit voir les choses avec beaucoup d'humilité, tant ça ouvre des perspectives assez confondantes. C'est que ce second registre se déploie en relative indépendance par rapport à la langue, même il se trouve être dépendant in fine d'elle pour, si l'on peut dire, donner de la voix. Effectivement, il faut que ce registre de la connaissance qui repose sur la pensée mythique eh bien, puisse s'énoncer à travers la récitation, l'énonciation des mythes, voire si l'on accepte l'idée qu'avançait Lévi-Strauss dans la fin de l'homme nu, voire dans les rites, puisque les rites ne seraient qu'une forme dérivée de la mythologie. Ce qui fait sens aussi par rapport à cette idée fondamentale. Et alors, par ailleurs, je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que je vais vous conseiller de lire mes livres précédents si ça vous intéresse, ces questions. Mais moi, j'ai essayé dans La parole et la substance de montrer qu'en fait, cet ordre, de second registre de connaissances, qui est à la fois infra- et métalinguistique, pouvait s'organiser autour de 4 instantiations fondamentales qui seraient justement le thème du dénicheur d'oiseaux, c'est-à-dire le thème dénicheur d'oiseaux. Au fond, c'est l'histoire, on le retrouve partout, hein, ce thème en Amérique, qui sature la mythologie américaine, mais c'est l'histoire justement de la poussée des cadets qui, tôt ou tard, ceux qui naissent après vous, ont vocation à vous détrôner, ont vocation à prendre votre place. C'est très clair. Après, il y a évidemment le thème qu'on retrouve aussi de façon omniprésente dans toutes les mythologies américaines de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. C'est évidemment assez banal, c'est pas surprenant. Vous avez aussi un autre thème que vous retrouvez de façon récurrente et qui joue un rôle, à mon avis, assez important dans ces mythologies. C'est ce qu'on a appelé de façon assez familière la tête qui roule, c'est-à-dire, bon, les histoires sont très similaires, mais elles reviennent un peu au même. Vous avez une femme adultère, son mari n'est pas content, il coupe la tête, et la tête, au lieu de tomber à côté du corps de la victime, se met à rouler sur elle-même et en général cherche à écraser ses propres enfants. Et puis, ça dure longtemps, puis finalement, elle finit par
sorte d'inertie s'installe et la tête qui roule, qui était une dangereuse monstre cannibale, finit par s'immobiliser. Et c'est évidemment, me semble-t-il, ça fait sens de voir derrière ce thème-là, le thème de la vitalité, qui finit par s'épuiser et par sombrer, va basculer dans la mort, c'est-à-dire dans l'immobilité. Car au fond, ce qui caractérise toutes ces choses, c'est leur capacité de se mouvoir. Les astres se déplacent, les animaux, évidemment, se déplacent à travers l'espace. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que les plantes sont dans un statut intermédiaire, mais elles croissent quand même, se développent, font preuve de vitalité. Donc, c'est aussi l'opposition entre la vie et la mort qui est peut-être perçue comme une opposition entre la mobilité, le dynamisme et l'immobilité. Et puis, le dernier thème, omniprésent dans les mythologie et qu'on retrouve, transformé ou pas, ou exprimé de façon très, très claire, c'est le thème qu'on peut justement rattacher au thème du totémisme, qui est ce thème dans l'ordre, notamment l'ordre animal, eh bien, il y a des différences entre les animaux. C'est la spéciation. On peut le déterminer en termes de spéciation, ou on peut terminer le décrire comme le phénomène donc, de la discontinuité entre les différentes espèces animales qui peuplent le monde à côté des humains. Voilà, donc en résumé, ce qui me frappe, si vous voulez, à la lecture, à la relecture des mythologies, c'est au fond comment nous avons un dispositif de connaissance extrêmement puissant, qui est un dispositif de connaissance naturel, naturaliste, c'est ça, un dispositif de connaissance naturelle, extrêmement précis, extrêmement soigneux, mais dont, si vous voulez, la puissance dépend de l'information que le système des mythes transmet d'une région à une autre. C'est-à-dire qu'effectivement, le régime astronomique et les règles de l'interprétation astronomique des mythes est la même, mais le ciel nocturne n'est pas le même en Amazonie et n'est pas le même dans le Grand Nord. Quelque chose qui est par exemple tout à fait intéressant et caractéristique. Le mythe du Soleil et Lune, eh bien, ce mythe des Soleil et Lune, dans la plupart de l'Amérique, c'est toujours le Soleil qui, d'une certaine façon, est mâle et domine la Lune. Et puis, vous voyez, remontez à partir d'une certaine latitude au nord, vous apercevez qu'il y a une inversion. C'est la Lune qui prend le pas sur le Soleil, tout en étant d'ailleurs, tout en restant féminine. Mais la Lune prend le pas sur le Soleil dans les intrigues, où semble dominer en quelque sorte le Soleil. Et en fait, d'un point de vue de l'astronomie, eh bien, dans le Grand Nord, comme vous le savez, le Soleil ne monte jamais très haut dans le ciel et la Lune est beaucoup plus haute dans le ciel que le Soleil dans ses différentes circulations. Et donc, ça s'exprime à travers les mythes. Mais ça n'a de sens que parce que dans le reste de l'Amérique, c'est effectivement le Soleil qui monte au zénith et ce n'est pas la Lune. Donc vous voyez bien que le système est complètement informé par la totalité des transformations que connaissent les mythes d'une région à une autre, d'un groupe à un autre. Alors, à partir de là, quel commentaire final on peut faire c'est que les mythologiques parlent de l'Amérique et parlent uniquement d'elle. Comme au fond, les structures élémentaires de la parenté ne parlent que d'une vaste région qui va de l'Inde à la Chine, en incluant l'Australie et l'Indonésie. Et ça, je pense que l'indique, hein, puisqu'il y a une carte à la fin du texte des structures élémentaires de la parenté qui fait une synthèse des différentes régions.
qui ont été explorés à travers le livre. Et donc, Lévi-Strauss ne s'en cache pas, mais à la fois, il ne s'en cache pas, mais il ne le met pas en avant. Et à la fois, il ne peut pas nier que son travail est un travail qui concerne une ère géographique, ce que moi j'appelle une méga ère culturelle, mais à la fois, il ne met pas en avant, en quelque sorte, la géographie de son travail, sur aussi bien pour ce qui concerne les structures élémentaires de la parenté que pour ce qui concerne les mythologiques. Parce qu'au fond, on peut dire que si on considère que les mythologiques, au fond, développent l'idée d'une métascience qui serait fondée sur le mythe, on peut tout à fait, et je pense que c'est tout à fait pertinent, d'ailleurs c'est un argument que j'ai repris dans mon dernier livre, on peut tout à fait, quelques chapitres de mon dernier livre, que je vous montre là, voilà, on peut tout à fait considérer que les structures élémentaires de la parenté parlent d'une région du monde où on a une idéologie de la société qui est effectivement fondée sur l'échange matrimonial, ce qui ne veut pas dire que cette idéologie de la société, l'échange matrimonial comme fondement de la société, soit aussi universelle que Lévi-Strauss veut bien nous le faire croire. En fait, en Amérique, l'échange matrimonial, ça ne marche pas du tout. Et puis, l'échange matrimonial en Europe, ça reste à démontrer. Donc, l'échange matrimonial est opérant en Europe depuis la nuit des temps. Disciples de Lévi-Strauss ont fait beaucoup d'efforts en ce sens, mais n'ont pas vraiment réussi à le démontrer de façon vraiment définitive. Or, c'est très clair pour les régions couvertes par les structures élémentaires de la parenté, l'échange restreint, l'échange généralisé tel que Lévi-Strauss le décrit, ça marche très bien. C'est vraiment des phénomènes observés par l'ethnographie de façon incontestable. Alors, à cette aune, il est frappant de remarquer, c'est pour ça que je vous avais donné ces textes, à dire que les premières amours théoriques de Lévi-Strauss en anthropologie résidaient dans le diffusionnisme, soit un courant qui accorde la plus grande importance à l'espace, d'une part, à la communication, au langage, d'autre part. Vous savez ce que c'est que la théorie diffusionniste, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais elle a été remise au goût du jour par Dan Sperber d'ailleurs, mais qui, de façon assez, moi je trouve ça assez hallucinante, dans son livre La contagion des idées, n'a fait jamais qu'appliquer les recettes des diffusionnismes de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'une idée, le voisin l'emprunte, et puis un l'emprunte, et puis après, il y a un moment où elle arrête de circuler, comme si elle s'épuisait d'elle-même, comme si... Alors, chez Dan Sperber, elle est couplée avec la théorie de la pertinence, ok, enfin bon, pas très très loin, et puis c'est... Mais si on voit les choses un peu autrement, si vous voulez, bien sûr, donc, dans la théorie diffusionniste classique, un outil, un usage, une croyance se diffuse dans l'espace, donc voyage. Et en réalité, outils, usage ou croyance ne voyagent pas tout seuls. Ce sont des individus qui se déplacent à travers l'espace. Ce sont des individus qui, en se déplaçant à travers l'espace, amènent ces idées, amènent ces outils. Quand bien même, comme si on reprend la théorie de Dan Sperber, ils épuiseraient leur capital de conviction au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de leur point de départ, de là où ces idées, où ces outils ont été, ces idées ont été produites, où ces outils ont été inventés. Tout ça entre guillemets. Donc, mais qui dit déplacement dit aussi origine, donc localisation, inscription dans un espace susceptible d'être balayé dans une direction ou dans une autre. Et alors, c'est là où ça devient intéressant pour l'Amérique, c'est que ces diffusions
l'idée, même si l'idée est diffusée, est inversée, c'est la même. Même si elle est inversée par le voisin, c'est la même idée. Et elle se diffuse d'autant mieux, en quelque sorte, qu'elle repose sur une même conception de la nature, une même connaissance de la nature, d'une part, pour ce qui concerne l'Amérique, ou pour ce qui concerne la zone, disons, du continent indien, pour les structures élémentaires de la parenté, une même façon de concevoir la société à partir de la circulation régulée des femmes. Donc, au fond, toute la problématique du diffusionnisme classique avait trait à cette question des déplacements, mais au fond avait trait aussi à la question de ces limites, de ces grands espaces à l'intérieur desquels les déplacements étaient intenses et à travers lesquels les déplacements ne se faisaient plus. C'est-à-dire à quel moment, en quelque sorte, quelles étaient leurs frontières, où était la porosité, porosité intense, porosité relative, porosité négative. Donc, en fait, on revient à cette idée d'aire culturelle, de méga-aire culturelle. Et pourtant, alors c'est une évidence dans l'œuvre de Lévi-Strauss. C'est frappant. Et pourtant, Lévi-Strauss ne les a jamais reconnus comme tel. Lévi-Strauss s'est toujours refusé à inscrire dans des espaces déterminés tantôt son échange matrimonial, tantôt son astronomisme, son botanisme ou son zoologisme, excusez-moi les néologismes. Il faut comprendre qu'en anthropologie, depuis disons, les années 50, 60, 70, le diffusionnisme a mauvaise presse. Tellement, à tel point, comme je vous le dis, que Sperber peut écrire un livre qui en reprend pratiquement toutes les idées sans jamais le mentionner. Ce qui veut dire aussi un peu l'amnésie de la communauté anthropologique. Parce que cette communauté anthropologique a vu passer le livre, l'a-t-elle lu, ça j'en sais rien, parce que personne ne lit personne, mais le livre a bien paru et aucun anthropologue n'a dit mais ça c'est du diffusionnisme presque à l'état brut. Passons et fermons cette parenthèse à propos de Sperber et du diffusionnisme et revenons à Lévi-Strauss. Moi, il me semble que chez Lévi-Strauss, cette occultation à ce que j'appelle donc les méga-aires culturelles tient justement au désir de ne pas bousculer cette magnifique construction, cette tension qui met si finement en avant, si clairement et finement en avant, entre universalisme, supposé de la raison, et relativisme culturel. Parce que, évidemment, si on se penche sur ce que j'appelle les aires mégaculturelles, comme étant vraiment le lieu où une sorte de définition du rapport, là je le dis, je pèse mes mots, hein, une définition du rapport entre langue et connaissance peut être différente. Ces différentes aires culturelles. Eh bien, on peut se dire que mettre en avant, s'interroger sur cela reviendrait en quelque sorte à bouleverser cette espèce de diptyque un peu parfait, mais un peu facile peut-être, entre universalisme et relativisme. Et pourtant, un niveau intermédiaire d'appréhension et de traitement de la condition humaine et de la socialisation ferait peut-être un bel avenir à la réflexion anthropologique, telle que je la conçois. Et peut-être celle des linguistes d'ailleurs, accessoirement. Mais je ne suis pas linguiste, je ne me prononce pas pour la boutique d'à côté. Voilà, je vous remercie de votre attention.